Bonjour à tous, bienvenue dans cette première conférence de l'année donc pour HEC Débat. Nous remercions Monsieur Lordon d'être parmi nous et nous nous excusons évidemment de l'absence de Monsieur Ruffin qui n'a pas pu nous rejoindre et qui nous l'a appris ce matin. Nous nous excusons beaucoup pour ce désagrément et j'espère que vous allez quand même apprécier votre conférence. Nous remercions également nos partenaires qui sont la Caisse d'épargne, le cabinet de conseil Mazars, le Journal des grandes écoles, Gov, le champagne Bilcar Salmon. Oh bon. Merci beaucoup et bonne conférence à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Lordon. Bonsoir. Le 31 mars 2016, alors que les débats à l'Assemblée nationale commencent à s'animer autour d'un projet de loi de réforme du marché du travail, la place de la République à Paris est envahie par une foule grognarde mais déterminée. Sous la pluie, les courageux qui ont décidé de se faire entendre par leur gouvernement clament leur mécontentement en répétant des slogans en bataille. Jusqu'à ce qu'une voix prenne le dessus et capte l'attention de la troupe réunie. Une voix emplie d'émotion, presque chevrotante, mais qui prononce des paroles fortes sur un ton quasiment extatique. Quand Frédéric Lordon prend la parole, on se tait et on l'écoute miner le système capitaliste et critiquer le rapport salarial. Puis, on applaudit. On applaudit car on se retrouve dans ce discours qu'on vient d'entendre et qui critique le modèle social français d'aujourd'hui. Ce modèle antagoniste opposant les pauvres salariés exploités aux méchants patrons cannibales et sans scrupules. Et pourtant, vous voici à HEC ce soir, Monsieur Lordon, dans ce sanctuaire du grand capital. Vous n'y êtes pas totalement étranger et on pourrait dire qu'il s'agit pour vous d'un retour aux sources, vous qui êtes diplômé de l'école des ponts et chaussées, puis de l'Institut supérieur des affaires, l'ISA, qui est devenu depuis le MBA d'HEC. Directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne, vous semblez être un intellectuel, membre du collectif des économistes atterrés, dont les propositions avant-gardistes visent à promouvoir une vision différente de la société et de l'économie de marché. Vous êtes pourtant aussi un homme d'action, comme en témoigne votre implication dans le mouvement du Nuit debout dès ses débuts. Sur la place de la République, vous scandiez « Apportons-leur la catastrophe ». Ce soir, vous revenez à HEC pour apporter la catastrophe, peut-être, mais à n'en pas douter, pour prêcher la bonne parole dans ce paradis ou cet enfer, selon les points de vue, de la finance et du capital. Alors vous voici, Monsieur Lordon, face au campus d'HEC. L'affluence dans cet amphithéâtre, somme toute assez banal à une heure si tardive, ne trompe pas. Votre présence a rassemblé de nombreuses personnes, avides d'entendre ce que vous aviez à leur dire. Peut-être pour une minorité d'entre elles, afin de se rassurer et de remercier le ciel de les avoir fait naître de droite, mais plus vraisemblablement pour entendre un personnage engagé et convaincu exposer sa vision de la société et qui sait peut-être proposer une alternative. Bonsoir Monsieur Lordon, bonsoir à tous. Pour commencer rapidement, qu'est-ce que ça vous inspire justement de revenir à HEC ? Écoutez, il faut que je parle là-dedans peut-être ? Non, là je suis sonorisé avec ce truc. C'est très bizarre, hein. C'est vraiment c'est une expérience qui induit des sentiments mêlés. Alors oui, en effet, je sais pas si c'est très intéressant hein, que je m'explique sur mes années de présence sur ce campus, ou en tout cas sur le contraste avec la trajectoire qui s'en est suivie. Mais voilà, c'était il y a 30 ans exactement. Et je disais à Philémon en arrivant que de reprendre la voiture pour venir sur le campus a été une expérience proustienne de mémoire sensible. Vous voyez la route que vous reconnaissez au fur et à mesure que vous la faites. Au moins vous savez que vous n'êtes pas perdu, c'est déjà ça. Et anecdote personnelle mise à part,
D'abord, je ne pensais pas que Ruffin dévisserait le sidecar et me laisserait tout seul devant vous, premièrement. Et puis, non, blague à part, ça m'est très intéressant de venir ici pour, pas seulement pour rencontrer la minorité, et c'est vraiment une minorité d'ailleurs, j'en sais rien, hein, qui se rassurera d'être de droite, mais parce que, en ces temps, somme toute troublés, il m'intéresse au moins autant de vous entendre que vous de m'entendre. Je veux dire, je voudrais bien savoir où en sont les esprits sur le campus d'HEC en période de grande crise du capitalisme. Voilà. Donc, comme toujours, les transactions marchandes, c'est une histoire d'intérêt bien compris. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, on est là pour ça. Alors, on va parler de votre travail. Nous, ici à HEC, on trouve que c'est pas mal pour un patron de pouvoir licencier plus simplement, d'avoir une visibilité de ce qu'il peut faire à court terme. Comme ça, effectivement, il peut prendre des risques, embaucher, débaucher plus facilement. Et donc, peut-être que ça va créer de l'emploi. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a deux façons d'entrer dans cette discussion-là. Hein. Il y aurait la façon proprement économique ou macroéconomique. Alors là, il y aurait des choses à dire hein, sur ce que me semble être les paralogismes profonds de la théorie néoclassique, l'erreur complète de sa traduction exotérique sous la forme du slogan « ce sont les entreprises qui créent les emplois ». Bon, voilà, moi, je défends la proposition exactement inverse. Hein. Je ne dis pas les entreprises ne créent pas d'emploi, évidemment, ce serait absurde. Je dis les entreprises ne créent pas l'emploi, L'. Hein. Bon, donc il y aurait une discussion proprement économique à avoir. Mais voilà, moi mes années d'économiste s'éloignent et maintenant j'attrape le problème, enfin les mêmes problèmes par d'autres bouts, et en particulier par le bout de la philosophie, et notamment d'une philosophie qui m'est spécialement chère, qui est la philosophie de Spinoza. Et il m'est apparu que le rapport salarial pouvait être adéquatement reconceptualisé dans les termes de cette philosophie comme une affaire de désir et de passion. C'est une affaire de désir, c'est une affaire de concurrence des désirs. Qu'est-ce que c'est qu'être un patron ? C'est avoir le désir de faire quelque chose, mais d'être incapable de le faire tout seul. C'est ça, hein, le point de départ, si vous voulez, c'est le rapport salarial ramené à l'os, conceptuellement parlant, c'est cela. Quelqu'un veut faire quelque chose, mais il n'y suffit pas à lui seul. Donc il lui faut faire entrer des puissances d'agir tierces dans son projet, dans son désir. Vous voulez créer l'empire des télécoms, ça c'est un désir. Hein. Vous voulez mettre comme jadis Bill Gates ou Steve Jobs, un micro-ordinateur dans tous les foyers, ça c'est un désir. Mais vous n'y arriverez pas tout seul. Alors comment faire entrer des puissances tierces dans son désir à soi ? Vous allez voir tout de suite, c'est très simple. Hein. D'abord, c'est une affaire de rapports sociaux. Vous avez l'expérience de ce que c'est que le concours des puissances d'agir dans d'autres situations que le salariat. Vous avez le désir de déménager, mais vous n'y arriverez pas tout seul. Alors vous faites entrer d'autres puissances d'agir dans votre désir à vous. De quelle manière ? Par ce rapport social qu'on appelle l'amitié. Et par cet autre rapport social, qui est en fait le double, qu'on appelle la réciprocité. Je t'aide pour le tien, tu m'aideras pour le mien, etc., etc. Bon, le salariat est une forme historiquement située d'enrôlement des puissances d'agir dans un désir donné qu'on peut appeler le désir maître. Celui-là, il avait envie de faire quelque chose, et pour faire venir à lui d'autres qui lui permettront de réaliser son projet, sur quoi il compte ? Il compte sur les structures sociales du capitalisme, qui vont déterminer en effet les autres à entrer dans son désir à lui par des voies tout à fait particulières. Des voies qui sont lesquelles ? Alors là, c'est là qu'il va falloir dire les choses avec rudesse, hein, et que le dissensus va se nouer immédiatement. Des voies qui sont celles du chantage. Voilà ma thèse. Le rapport salarial est un rapport de chantage. Ça vaut aussi pour le monde diplomatique et leur presse et les gens avec qui vous travaillez. Absolument. Mais c'est bien vrai. Hein. Ça serait de la dernière incohérence pour moi de dire « Ah non, le monde diplomatique est un îlot d'harmonie humaine, etc. » Mais c'est pas vrai. Attendez, il y a des salariés. Et là-bas, vous êtes dans la partie haute de ce chantage. Ah, alors moi, je ne suis pas salarié du monde diplomatique. Donc, c'est pas difficile. J'ai un blog. Vous connaissez plus la direction que les gens qui travaillent dans les presses. Alors, ce qu'il y a, c'est que lorsque j'écris un article dans le monde diplo papier, je suis rémunéré à la pige. Voilà. Et vous voyez bien comme le système de la pige est inégalitaire. Pour moi,
qui suis salarié par le CNRS, la pige, c'est du pur bonus. Alors, je veux dire, ça fait un moment que j'essaye de convaincre les gens du diplôme qu'en réalité, les universitaires ne devraient pas être pigés. Bon. Pour les journalistes qui sont à la rue, employés nulle part, la pige, si vous voulez, c'est du tâcheronnage, hein, ni plus ni moins. Et ça a la même violence. Ça a la même violence au monde diplôme que partout ailleurs. Donc, il n'y a pas de différence sous ce rapport. Voilà. Donc le fond du rapport salarial, disais-je, c'est ma thèse, hein, c'est un rapport de chantage, à la reproduction de la vie même. C'est très simple, dans une économie monétaire à travail divisé, nul n'est capable de pourvoir par soi-même aux réquisites de sa reproduction matérielle. Il doit donc en passer par la division du travail et ses complémentarités, et par conséquent avoir accès au médium de l'argent qui est notoirement l'argent. Or, dans une économie non plus simplement marchande, mais dans une économie capitaliste, quelle est la modalité privilégiée d'accès à l'argent? Il y en a deux en réalité. Il y a le crédit, qui est l'accès à l'argent pour les initiateurs de projets économiques, pour ceux qu'on appellera les capitalistes, et il y a le salariat pour tous les autres. Le passage par le salariat est donc un point de passage obligé. Alors évidemment, quand je dis ça, vous comprenez, c'est un jugement à caractère macroscopique. Il y a des interstices partout. Hein. Il y a des professions libérales, il y a des gens qui vivent reculés dans les bois ou qui font des communautés à la campagne, ou etc., et qui s'efforcent de se soustraire aux rapports sociaux du salariat. Mais pour la grande masse de ceux qui ont à reproduire leur existence matérielle, étant venus au monde dans une économie capitaliste, la trajectoire, c'est le salariat. Voilà. Donc c'est quand même un rapport de dépendance absolument incroyable. Et le droit du travail ne s'y trompe pas, qui dans sa jurisprudence indique quelle est l'essence du rapport salarial. Il dit que c'est un rapport de subordination hiérarchique. C'est pas difficile, hein, je veux dire. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. C'est de la subordination hiérarchique. Il faudrait revenir par après hein, sur cet aspect-là de la chose. Qu'est-ce qui fait qu'une société qui se gargarise depuis 2 siècles d'avoir inventé la souveraineté démocratique, l'égalité des droits politiques, etc., tolère qu'à raison de la moitié de leur vie éveillée, les gens vivent sous des rapports d'obéissance? Mais là, pardon, j'ai bien compris du coup que vous étiez contre la loi travail, mais en fait c'est parce que vous êtes contre le salariat, du coup. Absolument. Et concrètement, sur cette loi en particulier, faite par un gouvernement de gauche, passé par 49.3, est-ce qu'il y a peut-être des choses à dire plus précisément que de dire oui, mais de toute façon le travail c'est mal parce que c'est le salariat, et ça c'est pas gentil. C'est pas que c'est pas gentil, c'est que c'est douloureux. Et il suffirait que vous en fassiez l'expérience du mauvais côté pour que ça vous apparaisse aussitôt. Bien sûr, la probabilité que vous tous ici fassiez cette expérience est des plus faibles. La maltraitance au travail, c'est un sort que vraisemblablement vous ne connaîtrez pas. Je dis que vous ne connaîtrez pas, mais attendez voir, hein, parce que c'est ça la grande caractéristique du capitalisme présent, hein, c'est que là il faudrait entrer dans un assez long développement sur ce que c'est fondamentalement que le néolibéralisme. Et pour moi, le néolibéralisme consiste en l'abattement de toutes les barrières qui retenaient les puissances sociales, et en particulier les puissances sociales les plus puissantes, si vous me passez l'expression. Les puissances sociales les plus puissantes dans la société capitaliste, c'est les puissances du capital. La mondialisation libérale est un processus historique et politique qui a accru de manière sans précédent les latitudes stratégiques du capital, qui peut faire toute une série de choses qu'il ne faisait pas auparavant. Les arbitrages réglementaires internationaux, etc. Enfin, vous connaissez tout ça très bien, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et la conséquence de ce processus d'abattement des barrières, c'est évidemment la bascule du rapport de force entre les groupes sociaux du capital et du travail d'une manière qui n'a d'équivalent que ce qui s'est passé dans les 20 ou 30 premières années du siècle précédent. Voilà. Donc, si vous voulez, la chose qui est extraordinaire, c'est que cette libération des possibilités d'exercer sa puissance offerte au capital conduit, parce que ça ne pouvait pas conduire à autre chose, conduit nécessairement à l'abus. Alors, l'abus, ça signifie que la maltraitance salariale qui était historiquement le lot presque exclusivement des classes ouvrières,
dont tout le reste de la population se foutait comme d'une guigne, cette maltraitance voit son niveau remonter dans la hiérarchie salariale, dans la hiérarchie sociale du capitalisme même. Si bien que les cadres, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte, hein, là, les cadres souffrent. Les cadres même supérieurs souffrent. Ils souffrent de ce qu'on leur fait faire. Alors, mon intuition, mais il faudrait la documenter hein, épidémiologiquement, donc je ne vous la livre que sous l'espèce d'une conjecture. Mon intuition, c'est que ce sont surtout... je pense que les cadres sont surreprésentés dans les suicides au travail, pour des raisons qui sont bien connues. Hein. Les tensions extrêmes viennent d'une dévolution d'autonomie sans les moyens d'y satisfaire. Bon, alors, ça met les gens dans des tensions psychiques insupportables. Comme ils ont perdu, à supposer qu'ils l'aient eu jamais à ce niveau de la hiérarchie, les habitudes de la lutte collective, ils souffrent chacun par devers soi et ça se finit très mal. Voilà. Au lieu de retourner cette violence qu'il leur est faite contre l'institution qui la leur fait, ils la retournent contre eux. Bon voilà, donc je dis, vous ne connaîtrez pas la maltraitance salariale, mais qui sait ? Ça pourrait venir, hein. Je veux dire, là, par exemple, il suffirait de regarder, là, parce que vous voyez, toutes ces choses sont un peu abstraites, dites comme ça. C'est un très grand sujet, ça. Il faut concrétiser les abstractions, il faut concrétiser les idées, de ce point de vue, pour les rendre sensibles, hein, pour les doter d'un pouvoir d'affecter, pour que ça vous fasse quelque chose. Alors, évidemment, si je vous dis ça comme ça, sur le mode d'une abstraction, ça ne vous fait pas grand-chose. Surtout si, a priori, vous êtes prédisposé à adhérer à la thèse contraire. Mais lorsqu'on voit la chose, ça, c'est pas pareil. Hein. Alors, de ce point de vue, il y a un truc vraiment qui est d'une valeur inestimable, hein, qui a été produit cette année, c'est ces vidéos des youtubeurs. On vaut mieux que ça. C'est une compilation de témoignages. Bon, ça laisse pas indemne hein, de regarder ces choses-là. Je vous assure. Et donc... Là, j'ai bien compris, encore une fois, que c'est une critique plus générale que la loi El Khomri en tant que telle. Et vous avez laissé entendre à plusieurs reprises que finalement, vous étiez presque content que cette loi soit passée. Je vous cite. Nous nous foutons de la loi El Khomri, bien sûr. La loi El Khomri est là. Et je serais presque tenté de dire, à notre plus grande satisfaction d'ailleurs. Il nous manquait réellement un petit quelque chose pour faire précipiter à grande échelle tout ce qui est en suspension depuis si longtemps. Du coup, finalement, la loi El Khomri, c'est positif pour vous. Oui, alors on pourrait me faire l'imputation de politique du pire. La politique du pire, en général, est d'abord, je m'en méfie en tant que telle, et puis elle est réservée aux stratégies électorales tortueuses. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Bon, je veux dire, en l'occurrence, c'est pas. Vous voyez, il s'agit de faire l'analyse des forces que met en mouvement un projet de loi comme la loi El Khomri. Là, il faudrait dire des choses sur... alors, il faut que je résiste à la tentation de verser dans cette pente, parce que sinon, on n'en finira pas. Hein. Mais c'est au cœur c'est au cœur de mes préoccupations théoriques, là, ce que vous venez de dire. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, si vous voulez, ce qui me requiert intellectuellement, c'est de construire une philosophie politique des ordres institutionnels et de leur crise. Où ordre institutionnel est à comprendre en un sens extrêmement général. Hein. Pardon, c'est pas du tout seulement les ordres institutionnels au sens des institutions politiques. Je veux dire, c'est les institutions sociales lato sensu au sens de Mauss, de Durkheim, de la sociologie institutionnaliste, de l'économie politique institutionnaliste, etc. Et les institutions du capitalisme, par exemple, les institutions sociales, rentrent dans cette définition, dans ce périmètre-là. Qu'est-ce qui fait que des institutions tiennent ? Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, elles arrêtent de tenir ? Bon, ça, c'est une question, c'est abyssal, hein, ce truc-là. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'il y avait eu je crois que c'est un roman de Chantal Thomas, dont j'ai oublié le titre, qui raconte qu'en 1789 ou 90, je ne sais plus, enfin pendant la Révolution, un jour, Marie-Antoinette sonne et personne ne vient. Voilà les moments que j'essaye de saisir. Vous voyez, ça, on commande, mais ça n'obéit plus. Alors ça, c'est des moments de bascule. Bon. C'est des moments de bascule, et la question que je me pose, donc, pour revenir à nos préoccupations politiques contemporaines, c'est qu'est-ce qui détermine les gens, quoique souffrant pour beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qui les détermine à faire mouvement, à se mettre en mouvement, ou bien à continuer d'endurer? C'est ça la grande question politique de la viabilité des ordres sociaux. À un moment, c'est plus possible. Ce point de plus possible, Spinoza lui donne le nom d'indignation. L'indignation, c'est pas
ce truc aimable, enfin, paix à son âme, Stéphane Hessel était une personne tellement adorable, mais enfin, vous voyez, c'était un peu gélatineux comme concept, quoi. C'est bon, c'était empreint d'un moralisme, d'un humanisme, tout à fait agréable, mais c'était pas d'un très grand tranchant, je veux dire. Chez Spinoza, l'indignation, c'est le moment où tout vaut mieux que ça étant la situation présente. Bon, il y a plein d'ordres sociaux qui connaissent ce moment-là. Alors évidemment, la question, c'est de savoir... quand ce point d'indignation, qui est un point d'affect, quand est-il franchi? Par qui? À combien? À quelle vitesse? Etc., etc. Et tout ça a vocation à déboucher sur ce que j'appellerais une épidémiologie passionnelle de la sédition. Ah bon, on sait bien qu'il y a des gens qui sont indignés très vite, bien avant les autres, etc., qui supportent pas le salariat, qui disent merde au patron, qui claquent la porte, etc., mais ils sont tout seuls dans leur coin. Ça ne met pas un ordre social qui par-dessus tête. Un ordre social qui par-dessus tête. Je veux dire, la révolution, le renversement, au sens étymologique du terme, donc la catastrophe, puisque votre camarade a bien voulu le rappeler, c'est quand une fraction importante de la multitude passe simultanément ce point d'indignation. Alors, moi, il me semblait qu'en effet, la loi El Khomri, sous ce rapport, représentait l'abus marginal qui pouvait être de trop. Justement, en parlant de points de bascule, et on pensait, beaucoup de gens ici pensaient sûrement à Nuit debout, donc on pensait que ce serait une bonne idée d'en discuter. Vous avez, dit-on, joué un rôle important à Nuit debout, et vous avez même dit que c'était la politique au sens le plus élevé du terme. Alors je vous avoue que j'y ai fait un tour par curiosité. Et si c'est la politique au sens le plus élevé du terme, il faut quand même être préoccupé. J'ai pas vu de diversité, j'ai vu des gens avec un degré d'alcool plus que déraisonnable pour parler de politique. Est-ce que vous maintenez toujours cette phrase? Est-ce que vous pensez que c'est un point de bascule? Qu'en a-t-il été finalement? Alors je la maintiens absolument. Oui, c'était la politique la plus élevée au sens du terme, et les pochetrons, les punks à chiens, tout ça n'enlève rien à la chose. Je veux dire, c'est des déterminations secondaires. Même l'homogénéité sociale n'enlève rien à la chose. Quel ait été un obstacle, une faiblesse même, beaucoup de gens sur la place en étaient extrêmement conscients. C'est pas pour rien, si vous voulez, que le thème de la convergence des luttes a été ressassé, d'ailleurs ad nauseam, jusqu'à devenir un mantra qui devenait tendanciellement inefficace au fur et à mesure qu'on le psalmodiait. Et pour autant, la psalmodie ne lui ôtait pas une once de pertinence intrinsèque. Bon. En soi, qu'en est-il sorti de Nuit debout? Alors, c'est une très bonne question. En tout cas, il n'en est sorti aucun effet immédiat de grande ampleur visible. De la même manière qu'il n'était rien sorti, entre guillemets, de Kinsey M, ni rien sorti d'Occupy Wall Street, etc. Et c'est exact. Et moi, je suis le premier à l'avoir dit, d'ailleurs. Je suis le premier à l'avoir dit parce que, par inclination intellectuelle, je suis plus que critique et réservé à l'idée de l'idéologie de l'horizontalisme radical, à quoi Nuit debout voulait se tenir, et je pense toujours que la politique, la vraie, ça se fait par le grand nombre, et que le grand nombre, ça appelle de l'organisation. C'est très compliqué, cette histoire. À partir du moment où il y a de l'organisation, il y a de la capture qui rôde. Il y a de la capture, il y a de la dépossession, il y a des politbureaux séparés, il y a plein de choses désagréables qui viennent avec l'organisation, et l'organisation est indispensable pour faire de la politique dans les grands nombres. Donc là, si vous voulez, il y a une tension contradictoire qui est, à mes yeux, dialectiquement indépassable, mais qu'il faut chercher à accommoder par les meilleures ou les moins mauvaises formes institutionnelles possibles. C'est le lot de la politique. Entendu, alors à ma façon, entendu par la politique dans les grands nombres. Il y a plein de personnes dans la gauche radicale qui pensent qu'on peut se contenter de faire de la politique par les petits nombres, c'est-à-dire de la politique des communautés. Moi, je ne le crois pas. Il y a des gens qui pensent qu'il y a deux niveaux pertinents et deux seulement pour la politique, le local et le mondial. Bon, moi je ne le crois pas. Voilà, c'est un point de divergence stratégique. Mais cette question de la difficulté à, à accommoder les tensions contradictoires de l'organisation de la politique dans les grands nombres, c'est une question, mais qui est vieille comme le Parti social-démocrate au sens de Marx. Mais est-ce que justement là, vous voulez pas en fait enlever à Nuit debout sa spécificité, à savoir justement l'horizontalité complète? Finalement, votre projet politique à vous, est-ce qu'il aurait fait de Nuit debout
quelque chose d'autre et presque l'antithèse de ce que c'était? Non, d'abord, pour tout vous dire, j'avais très peu de projets politiques pour Nuit debout. J'ai fait partie, en effet, de ceux qui l'ont initié, parce que ex nihilo nihil, les choses ne sortent pas de nulle part, et il a fallu des idées, des personnes, de l'huile de coude, pour que le 31, à la place de la République, il y ait quelque chose plutôt que rien, comme dirait Leibniz. Hein. Donc voilà, il y a ça. Mais nous étions tous extrêmement conscients qu'à partir du moment où la chose serait créée, où le rassemblement serait formé, il échapperait à ses initiateurs même. Donc ça, si vous voulez, c'était quasiment inscrit dans le concept. On avait au moins les expériences antérieures des mouvements de place espagnols, états-uniens, etc. Donc, si vous voulez, il y avait eu des galops d'essai. Le parcours était reconnu avant la course. Donc, il y avait pas. Ce qui n'a pas empêché qu'il y ait des conflits, des fractures, des affrontements de lignes à l'intérieur de Nuit debout. C'est vrai, parce que l'unanimité, l'harmonie sociale n'est pas de ce monde, et que même à 3000, il y a de la divergence. Il y a du conflit, il y a ce que Spinoza appelle la disconvenance passionnelle. Même à 3000, vous comprenez? Bon, voilà. Donc c'était une magnifique leçon de choses politiques, Nuit debout. Alors maintenant, vous m'avez posé la question, mais ça n'a rien produit. Alors là, je vais me mettre à contre-emploi, parce que moi, pendant Nuit debout, je disais, si on reste en l'état actuel, ça ne produira rien. Et j'avais une réserve mentale, donc je tordais moi-même le bâton dans l'autre sens, mais si vous voulez, par souci tactique et rhétorique. Mais le fond de ma pensée, c'est que les effets de Nuit debout sont immesurables. Il s'est passé quelque chose, dans un isolat politique et sociologique, il faut le dire, de petite taille. Bon. Et quand même, il se pourrait que les effets soient de plus grande ampleur que ceux qui ont pu être directement observés. D'abord, il y a eu un moment de suspension quand même de la politique qui est à noter. Hein. Moi, j'ai la faiblesse de croire que pendant toute cette période, on n'a pas, ou disons beaucoup moins entendu le FN, et que c'est un symptôme. Et la deuxième chose que je crois, c'est que le pouvoir a été inquiété. Et la mesure de cette inquiétude, elle est donnée par la violence policière. Violence policière qui avait commencé dès les occupations d'université. Il faut voir les images de l'intervention des CRS à Tolbiac avant Nuit debout. Je suis sûr que c'est impressionnant. La troisième chose, pardonnez-moi, je termine juste là-dessus. La troisième chose, c'est que les effets de... Il y a des gens qui étaient sur la place, qui ont participé, etc. Et il y a des gens qui ont regardé, loin parfois, sur leur téléviseur, etc. Moi, mon pari, c'est que Nuit debout va cheminer souterrainement. Les effets vont se produire, mais sous les écrans radars, ça ressortira quelque part, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas sous quelle forme, mais ça ressortira. Exactement de la même manière que, d'une certaine manière, on a enregistré les effets différés de KinseyM et de Occupy. Des effets paradoxaux, je vous l'accorde, puisque, en définitive, KinseyM et Occupy ont nourri des candidatures politiques extrêmement traditionnelles, incluses dans le système institutionnel, que l'événement politique qui les a engendrés contestait. Donc, il faut regarder avec lucidité cette part du paradoxe. Mais il y a eu quand même des effets. Vous parlez de violence policière. Vous ne trouvez pas que c'est très facile de dénoncer la violence policière lorsque vous-même, vous n'avez même pas dénoncé l'expulsion d'Alain Finkielkraut du Nid debout, ni même, si je ne me trompe pas, les modalités dans lesquelles ça s'est fait? Croyez-vous que c'est faire de la politique au sens le plus élevé de terme, de expulser quelqu'un qui venait écouter, quelqu'un de 70 ans, de la manière dont c'est fait, sans dénoncer les faits? Écoutez, moi, je retire rien à ce que j'ai dit à l'époque. Et pour plein de raisons. D'abord, ce qu'a subi Finkielkraut était de l'ordre d'une violence symbolique, parce qu'évidemment le récit de cette expulsion à laquelle moi je n'ai pas assisté, j'étais pas sur la place de la République ce jour-là, mais c'est un détail secondaire. On a beaucoup brodé sur le récit de cette expulsion. Et moi, je veux dire, il y a quelqu'un qui m'est cher m'a fait cette remarque, c'est que si vous voulez, le passage de Finkielkraut à Nuit debout, c'est un peu comme si Christine Boutin avait essayé d'insérer son char dans la Gay Pride. Bon, voilà, c'était. Si je me permets, il est venu écouter. Il est venu écouter. Il s'est mis dans. Il a été détecté bien plus tard dans la foule. Oui. Il a pas foncé son char dedans. Oui. Les images sont très claires. Les faits sont les faits. Vous savez qu'il y a des présences qui valent parfois provocation.
Et en l'occurrence, on pourrait dire la même chose des manifestants dans la rue, les CRS pourraient dire la même chose. Non, là, on va rentrer dans des grandes confusions, là. Mais, si vous voulez, il y a des présences qui valent parfois provocation, et spécialement, en l'occurrence, si vous voulez, où les orientations politiques qui étaient manifestement portées par Nuit debout et perceptibles par tout un chacun, sont radicalement contraires au projet politique implicite, voire même très explicite, que soutient Alain Finkielkraut, dont je tiens qu'il est l'auteur d'une des violences symboliques et même politiques les plus catastrophiques qui ravagent la société française. Il y a quelques personnes très bien identifiables, en petit nombre, qui sont les porteurs et les propagateurs de Vous construisez des cibles là. Mais bien sûr, mais vous croyez que la politique se fait... Vous ne croyez pas que c'est dangereux au bout d'un moment Mais pas du tout. Non, nommer l'ennemi, ça n'a jamais été dangereux. Jamais. Et la violence physique que ça peut impliquer un jour ou l'autre... Mais écoutez, la violence physique, vous en serez pas responsable. La violence physique, en l'occurrence, Alain Finkielkraut n'a pas eu à la subir, pour commencer. Et ceux qui ont subi des violences physiques, je peux vous dire que c'était plutôt les gens qui étaient sur la plage chaque fois que les CRS débarquaient. Donc, non, je suis désolé. Et quant à la violence des imputations, par exemple, je peux vous dire que j'en ai eu mon lot. Et je ne m'en offusque pas. Voilà. Donc, j'ai été désigné comme... alors, contre, si vous voulez, contre toute raison, contre toutes mes dénégations même, comme une espèce de maître à penser ou de gourou de Nuit debout, enfin des débilités pour cingler, et ça m'a valu un précipité éditorialiste de fort calibre. Ben, c'est ainsi. Moi, la politique est fondamentalement polémologique, fondamentalement. Donc il n'y a pas. D'ailleurs, vous le savez très bien. C'est le jeu même de la politique la plus institutionnelle de se prendre à partie nommément. Bon, ben voilà, les options politiques sont représentées, elles sont personnifiées et incarnées. On ne peut pas lâcher des messages de haine à travers la société française sans imaginer un jour en subir le contre-coup. C'est pas possible. Voilà. Et du il y coup, a une économie générale, vous voyez, de la réciprocité et de la violence symbolique. Et je veux dire que celles que subit ce pauvre monsieur Finkielkraut sont infimes en comparaison de celles qu'il répand. Mais là, votre vision de la démocratie, finalement, c'est quoi? Parce que Nuit debout, on a présenté ça comme un grand projet finalement démocratique, et on est revenu à l'agora grecque. Mais finalement, si on ne laisse pas l'opposant s'exprimer, ou même pas l'opposant assister, qu'est-ce que ça implique finalement dans votre vision d'un projet politique et de la construction de projets communs? Mais c'est poser une question, qui est vraiment sans objet. Je vous assure. Je suis un peu vexé. Non, mais pardonnez-moi. Alors, bon, c'est poser une question contestable. Parce que, voilà, tout simplement, Nuit debout n'a jamais eu la moindre intention d'incarner à soi seul la vie politique de la nation tout entière. C'est comme, allez donc poser, par exemple, dans un congrès du Front National, la question, mais pourquoi, ou des Républicains, ou du Parti Socialiste, ou n'importe quel parti, mais vous ne faites pas venir vos contradicteurs à la tribune. Non mais vous voyez, c'est sublunaire. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que... Finkielkraut n'est pas allé à la tribune, une fois de plus. Non, mais attendez. Oui, non, mais je suis d'accord, mais on va pas faire quand même la soirée sur Finkielkraut, vous comprenez, mais c'est totalement subalterne. Je veux dire, c'est comme... je vais vous donner un autre exemple. C'est comme quand on objectait à Daniel Mermet, quand il était sur France Inter, avec son émission « À la base si j'y suis », de ne pas respecter le pluralisme. Mais il y a de quoi rire longtemps quand vous entendez des choses pareilles. Si vous voulez. Bah oui, Mermet revendiquait d'être un isolat où on avait la paix et où les ultra-minoritaires, qu'on ne voit jamais nulle part, avaient le droit de venir parler. On n'allait pas, en plus de ça, venir leur imposer 50% de contradicteurs, alors qu'ils n'ont aucun accès dans les 99,5 autres % de l'espace médiatique. Donc il y a quand même des applications de certains standards d'égalité démocratique qui sont tout à fait à géométrie variable et qui
qui n'ont pas lieu d'être, d'autant plus que, je le redis, hein, jamais Nuit debout n'a ambitionné d'être la réalisation de la vie démocratique, la réalisation exhaustive de la vie démocratique française. Ce sont des gens qui se sont réunis spontanément, avec évidemment un préaccord de leurs dispositions politiques, des convergences, des préconvergences de leurs idées, et qui étaient rassemblés par une insatisfaction profonde quant à la manière dont la vie politique est organisée précisément au niveau national, là où ces gens n'ont aucun droit de parole. Donc c'était la moindre des choses, si vous voulez, de les laisser parler entre elles. Et justement, du coup, là, ce que vous nous dites, finalement, c'était important pour, finalement, la frange la plus à gauche de la gauche, on va dire, de pouvoir se reconstruire ou se construire, je sais pas, place de la République, pouvoir discuter, pouvoir débattre, pouvoir aborder tous les sujets et finalement réellement construire une alternative. Je pense que c'est quelque chose d'important sur Nuit debout et on en voit l'échec relatif. Mais finalement, est-ce que ce projet de construire une alternative à gauche a porté ses fruits, parce qu'on voit que le Front de gauche déjà de Jean-Luc Mélenchon avait cette ambition-là de vraiment rassembler toutes les forces de gauche, de les unir et justement de parer à l'éparpillement. Mais ce qu'on voit dans les urnes, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on voit que le FN est premier et que Jean-Luc Mélenchon est loin derrière et les forces encore plus à gauche sont encore plus loin. Du coup, comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des personnalités de gauche dont vous faites partie finalement à cet échec dans les urnes et à cet échec dans l'action? Je pourrais endosser cette responsabilité si je revendiquais l'identité d'un homme politique, engagé comme tel dans le champ politique, avec l'ambition explicite d'y produire des effets selon les mécanismes de ce champ. Mais tel n'est pas du tout le cas. Hein. Je revendique d'être un intellectuel engagé, mais il se trouve par ailleurs que je me tiens soigneusement à l'écart de tous les partis et de toutes les institutions politiques, que, sauf exception rarissime, je refuse toutes les invitations de groupements politiques ou d'hommes politiques, même quand j'ai pour eux une sympathie relative, et pour une raison extrêmement simple que je peux dire tout de suite, qui est que concevant ma fonction d'intellectuel ou de would-be intellectuel, hein, comme a dit votre camarade, puisque je semble être un intellectuel, et c'était pas mal vu, hein, donc je ne l'ai pas du tout pris en mauvaise part. Je conçois ma fonction d'intellectuel comme une fonction critique. Critique de quoi? Critique des institutions et des pouvoirs. Or, pour être critique des institutions et des pouvoirs, une règle méthodologique simple est de se tenir à distance des institutions et des pouvoirs. Faute de quoi, vous êtes immanquablement... Si vous voulez, c'est des puissances de phagocytose, hein, les institutions et les groupes de pouvoir, sans équivalent. Ça vous remalaxe les individus de l'intérieur sans même qu'ils s'en aperçoivent, et en longue période, ça vous les transforme radicalement. Évidemment, à chaque instant, si vous faites une section temporelle, l'intéressé a toujours le sentiment d'être d'une parfaite fidélité à soi-même. Mais en réalité, lorsque vous faites l'intégrale en longue période, vous vous apercevez de fantastiques dérives. Donc il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis de ça, et moi je veux l'être. Bon. Donc je ne suis pas un homme politique, mais j'ambitionne de produire des effets politiques par mes travaux, par mes interventions, etc. Alors, ma personne mise à part, vous posez une question qui est de première importance stratégique. Hein. C'est, effectivement, il y a un immense paradoxe. Nous vivons une crise du capitalisme appelée à rentrer dans ses annales, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer si on était doté d'un modèle trop sommaire, ce ne sont pas du tout les forces de gauche critiques du capitalisme qui raflent la mise. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un parti qui se dit lui-même dans son nom anticapitaliste, le NPA, et qui est au tréfonds. Et là, effectivement, il y a quelque chose de choquant autant que d'inquiétant. J'ai pas de réponse très élaborée à ça, si ce n'est la suivante. Mais c'est un effet parmi beaucoup d'autres, hein, qu'il faudrait analyser. Là, il faut faire un tour par Podemos, si vous voulez. Je reste dans votre question, hein, néanmoins. Moi, j'ai beaucoup de désaccords stratégiques et politiques avec Podemos, mais il y a une prémisse de leur raisonnement que je partage, qui est la perte d'efficacité de la rhétorique, et je dirais même, au sens le plus neutre du terme, de la phraséologie de gauche. La phraséologie de gauche ne mord plus.
Moi, si vous voulez, quand on baigne dedans, on s'en rend pas compte. Mais ça, c'est les effets, si vous voulez, c'est les effets d'ankylose de l'entre-soi. On se parle entre amis de gauche, alors on dit les choses de gauche, ça nous semble parfaitement naturel et convaincant, etc., etc. Mais moi, j'ai pris conscience de ça à la fin d'une énième manif contre l'austérité, etc., au terme de laquelle Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, a pris la parole et fait un discours à la Mélenchon, c'est-à-dire bien de gauche. Alors il y avait dedans capital, patron, classe, vous voyez tout ce qu'il faut, on cochait toutes les cases. Et à ce moment-là, mais les cases que je coche moi-même, hein, je ne sais pas, si vous voyez, c'est une moquerie dont je ne m'exonère pas. Et à ce moment-là, allez savoir pourquoi, moi j'ai eu une Pentecôte et j'ai eu la révélation, un peu tardive, je m'en excuse, de ce que il était impossible que ce discours-là morde 1 centimètre au-delà de notre entre-soi. Moi je le dis, alors j'imagine que pour vous tous c'est une évidence, c'est un discours ringard, etc. Ne m'amenez pas sur le thème du ringard, de l'archaïque et de la modernité, hein, parce que là ça ferait vraiment, ça ferait très mal. Hein. Mais je veux dire, c'est une profonde injustice, si vous voulez, ce qui arrive à ce langage. Car ce langage n'a pas démérité une seule seconde, analytiquement. Oui, il y a du capital. Oui, il y a de la lutte de classe, etc. Il y a tout ça. Et le dire avec ces mots-là, ça ne passe plus, ça ne mord plus. Bon, alors, et c'est un constat, il faut en prendre acte. C'est peut-être que les alternatives n'ont pas si bien marché. Non, ne me faites pas le coup du communisme ou du socialisme historique. Enfin, vous pouvez me le faire, bien sûr, car il est évident, je veux dire, vous avez raison en partie, c'est évident que cette chose-là... Quand on parlait de lutte de classe et tout, on ne peut pas s'empêcher de penser... Mais bien sûr, si vous voulez, le bébé a été chassé avec l'eau du bain et tout le corpus marxiste a été évacué avec le naufrage historique de ce qu'on a appelé des socialismes réels. Je peux vous en parler, hein, parce que moi, au milieu des années 80, quand j'étais ici, on ne trouvait plus le Capital de Marx dans une seule librairie. C'est vous dire, hein. Bon, alors c'est revenu depuis, vous voyez. Bon, alors, mais évidemment, il faut se relever d'une baffe historique aussi monumentale. Et c'est extrêmement difficile. Pour autant... Se relever, ça veut dire que finalement, vous identifiez à celui qui a reçu la baffe. Ah non, pas du tout. Non. Moi, je m'identifie... Enfin, si vous voulez, oui, je m'identifie d'une certaine mesure, mais... vous savez, enfin, on ne va pas rentrer dans des débats internes et puis il ne faut pas que je perde le fil de mon argument surtout. Hein. On va pas rentrer dans des débats internes, dans les débats internes de la gauche, de la critique trotskiste du stalinisme, de la critique anarchiste du marxisme bolchevique ou tout ce que vous voulez. Enfin bon, ouais, donc. En plus, vous ne parlez pas des spécialistes là, enfin, je crois. Oui, vous n'avez pas une option bolchevisme. C'est très étonnant quand même. Il y a un problème de pluralisme sur votre campus, je trouve. Vous voyez, bon. Alors, non. Bon, donc, évidemment, il faut je veux dire, tous ceux pour qui ce cadre analytique-là n'avait pas démérité, le cadre analytique, hein, j'insiste, il faut continuer de lire le Capital de Marx, il faut continuer de lire Marx, voilà. Je suis tombé il n'y a pas longtemps sur une phrase formidable de Bourdieu qui dit le marxisme est indépassable, mais à condition de le dépasser. Vous voyez, c'est du Bourdieu type, et c'est très vrai. Voilà. Donc il y a quelque chose d'indépassable dans le marxisme et qui nécessite, mais encore faut-il l'avoir lu, hein, n'est-ce pas, pour en être conscient. Je veux dire, pas se contenter d'avoir lu les éditoriaux de Franz-Olivier Gisbert ou vous voyez, ou de Rioufol, hein, non, ça vous donne aucun accès à la chose même, hein, ça, je vous garantis. Hein. Bon, donc il faut l'avoir lu pour en être conscient et pas l'avoir lu avec des œillères non plus. Puis il faut l'avoir compris, c'est pas facile. Bon, donc ce cadre-là n'a pas démérité. La phraséologie, je dis le mot à dessein, elle a perdu de son efficacité. Donc il faut essayer de dire les mêmes choses avec d'autres mots. Là où je me sépare de Podemos, c'est qu'en réalité, c'est la grande lessive, Podemos, c'est-à-dire il ne s'agit pas de renouveler les formes pour continuer de faire vivre les mêmes contenus substantiels. Il y a vraiment une liquidation de tout le cadre analytique même, et avec ça, je suis en désaccord formel. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle le capitalisme, que ça peut se définir, que c'est une catégorie qui est radicalement hétérogène à toutes celles de la théorie économique néoclassique. L'objet de la théorie néoclassique, c'est pas le capitalisme, hein, je vous signale.
c'est autre chose. C'est le système des marchés. Vous voyez par parenthèse, hein, ce sont des choix intellectuels, lexicaux, qui d'emblée engagent la pensée dans des directions extrêmement déterminées et parfaitement divergentes. À partir du moment où vous avez posé que l'objet de votre réflexion sur l'économie, c'est soit le système des marchés, soit le capitalisme défini comme configuration de rapports sociaux historiquement déterminés, vous pensez des choses totalement différentes. Bon, voilà, hein. Moi je crois qu'il y a quelque chose comme le capitalisme, que c'est autre chose que le système des marchés, et que c'est ça, le socle d'une pensée critique sur l'état présent de la société. Et le sens de ma question, c'était plutôt pourquoi donc aujourd'hui, même s'il faut refondre la phraséologie de gauche, pourquoi aujourd'hui plus personne ne s'y reconnaît, au-delà finalement de cet aspect-là, c'est-à-dire que le Front National arrive à traîner le vote ouvrier. Alors peut-être que, je sais pas, ils ont changé la phraséologie marxiste et se sont appropriés d'une autre façon, mais je crois pas. Donc comment vous expliquez ça finalement, cette incapacité de la gauche et de la gauche à récupérer ce vote-là qui, au départ, pourtant, est censé être son électorat traditionnel? Je pense que, alors vous voyez, là ça va nous attirer dans un débat délicat, hein, qui consiste à savoir ce que c'est que la gauche, ce que c'est que le concept de la gauche. Je suis porté à croire, mais peut-être vous me démentirez, que spontanément dans votre idée de la gauche, il entre quelque chose comme le Parti socialiste. Bon, alors moi je suis en désaccord formel avec ça, hein, évidemment, mais c'est pas juste une notation polémique. C'est pas juste une notation polémique, parce que vous voyez, pris entre les deux mâchoires de l'étau, que sont, d'une part, même si la chose commence à être dépassée, ce à quoi vous avez fait référence tout à l'heure, à savoir se relever de la chute du mur, disons les choses simplement, hein, et de l'échec historique des socialismes réels. Et d'autre part, la mâchoire de la convergence jusqu'à l'indifférenciation terminale des politiques publiques menées par les gouvernements socialistes, dits socialistes, et les gouvernements de droite, c'est tout le massif de la gauche qui s'est trouvé déstabilisé et quasiment liquidé. Et voilà, il y a des gauches alternatives qui tentent de refaire surface. C'est un mécanisme d'amalgame en réalité assez classique, dont on a vu une illustration par exemple en Grèce. Bon, vous savez ce qui est arrivé, vous connaissez les infortunes du gouvernement de Tsipras, du parti Syriza, qui s'est retrouvé, après une promesse de rupture avec les mémoranda, qui s'est trouvé à les endosser complètement. Il y a eu des élections législatives en septembre 2015. Que croyez-vous qu'il arriva? La grosse minorité de Syriza, qui s'appelait la plateforme de gauche, qui s'est séparée de Syriza après le mémorandum assassin de l'été 2015, cette plateforme de gauche qui, elle, défendait la rupture vraiment, a été liquidée tout de même que Syriza. Enfin, tout est passé dans la bonde, vous voyez. Alors, voilà, c'est des mécanismes extrêmement puissants et contre lesquels on lutte difficilement. Donc là, si je vous suis, ce que vous dites finalement, c'est que le désamour de la gauche, c'est un désamour du Parti socialiste qui emporte tout avec lui, c'est ça? C'est l'une des raisons de cet échec, ça en effet, oui, je le dis. Quand même, enfin, on va pas se mentir. La gauche de la gauche, elle était déjà en difficulté avant le mandat de François Hollande, non? Ah, mais c'est que pour moi, le désamour du Parti socialiste date de bien avant François Hollande. Je veux dire, c'est une longue histoire, hein. Il y a des gens qui étaient plus lucides que d'autres, il faut les nommer, hein. C'est Jean-Pierre Garnier et Louis Janovert, qui sont sociologues, qui en 1986, avaient écrit un ouvrage qui s'appelait « La deuxième droite ». Alors évidemment, quand vous expliquiez à des socialistes en 1986 qui sont la deuxième droite, ça paraissait d'une outrance telle que la chose était proprement irrecevable. Mais voilà, c'est ça le propre des gens qui ont raison très tôt, hein. Ils ont perçu des choses qui étaient à l'œuvre, avec leur sensibilité particulière, qui était sans doute épidermique, mais ils ont perçu juste. 30 ans plus tard, ce constat-là prend un relief qui est tout autre. Je peux vous dire que, évidemment, c'est une idée qui n'est pas majoritairement installée encore, hein, dans l'opinion. Mais elle commence à faire gaillardement son chemin. Voilà. Ces évolutions politiques-là prennent beaucoup de temps. Moi, je tiens que l'un des grands combats politiques, en l'occurrence symboliques de la période qui vient, consiste précisément à dépouiller
le Parti socialiste de son étiquette d'appartenance à la gauche. Voilà. Une fois que les gens auront compris que ce parti est une annexe de la droite, alors il s'en suivra une conversion du regard qui modifiera, mais de fond en comble, les comportements politiques. Mais vous voyez, là aussi, tout ça est surdéterminé également par l'effet extrêmement puissant des institutions politiques de la Ve République notamment. Bon, il faut des événements extrêmes pour que des choses se produisent. Il a fallu le chaos grec, songez-y, pour que le PASOK apparaisse pour ce qu'il est, comme le Parti socialiste, un parti de droite. Et lui, il s'est effondré. Il est passé de 25% à 4%. Ça s'est produit. Bon, il a fallu quelque chose de semblable, en moins intense, pour que le PSOE commence à rétrécir et qu'une alternative comme Podemos émerge. Il a fallu atteindre un certain point de maltraitance dans certains secteurs de la société pour qu'un Bernie Sanders, qui était proprement inconcevable il y a 5 ans encore, fasse son apparition dans le paysage politique américain. La politique, c'est ça, c'est ces évolutions-là de longue période. Dans quelle mesure l'échec de la gauche est dû au PS quand on voit que, par exemple, le Front National a quand même un franc succès dans les ouvriers, dans les anciens bassins ouvriers et chez les gens qui étaient syndiqués, Parti communiste et tout, il y a 25 ans. Ah bah là, pour le coup, si vous voulez, il y a un effet de... Enfin, là aussi, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il y a... parce que la chose maintenant est tellement documentée, analysée, a fait l'objet de tellement de livres qu'elle est en train de devenir un topos. Mais l'abandon des classes populaires n'est pas qu'un truc pour faire des titres, c'est une réalité. Il y a en longue période une translation extrêmement impressionnante de la composition sociale du Parti socialiste, de ses élites gouvernantes notamment, avec tous les effets sociologiques qui vont avec. C'est-à-dire, on a la sensibilité de sa position dans le monde social. C'est bon. Alors, et c'est très difficile de lutter contre. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Voilà. Bon, je veux dire, il est notoire que l'embourgeoisement des élites socialistes a atteint un tel niveau que le monde ouvrier est quasiment un monde séparé. Or, les ouvriers et les employés, je vous rappelle que ça fait pas loin de la moitié de la population active encore. On peut faire l'impasse là-dessus si on veut. Bon, il s'ensuit ce qui s'ensuit. Je vous rappelle que la chose a été non seulement vécue sous la forme, vous voyez, de la sensibilité intime, etc., mais elle a été théorisée par la fondation Terra Nova, qui est supposée être l'intellectuel collectif organique du Parti socialiste. L'abandon des classes populaires a été théorisé. Que voulez-vous que je vous dise? Alors oui, c'est vrai, à côté de ça, les forces de ce qu'on appelle, très improprement d'ailleurs, la gauche de la gauche, je fais une parenthèse là-dessus, c'est une déformation du titre d'un article de Pierre Bourdieu. L'article de Bourdieu et de quelques-uns de ses collègues en 1998 ne s'appelait pas pour une gauche de la gauche. Ça s'appelait pour une gauche de gauche. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ce que demandait Bourdieu et ses co-auteurs était tout simplement, si c'était pas trop demandé, que la gauche fût de gauche. C'est-à-dire non pas de droite. Bon, alors la gauche de la gauche, ça veut dire qu'il y a une gauche qui est préposée à faire la vraie gauche, la gauche de la gauche, aussi minoritaire qu'elle puisse être, puis il y a l'autre gauche, qui a toute licence pour être de droite. Bon, alors évidemment, c'est un truc à créer des confusions à n'en plus finir. Voilà. Et c'est aussi avec ce genre de petits ripages, de petits ripages lexicaux qu'on se retrouve dans la mouise qui est la nôtre actuellement. Mais est-ce que le renouveau politique, finalement, il va s'incarner pour l'élection qui vient et pour la suite à la gauche de gauche, justement. C'est-à-dire que là, concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, une nouvelle force émerge, c'est Emmanuel Macron. Ce qu'il fait, c'est quand même, il sort un peu de nulle part, il sort d'une banque. Et c'est ça, ce qui n'est pas nulle part. Oui, mais il est déjà crédité entre 15 et 20 points dans les sondages. Non, mais écoutez... Donc finalement, une gauche, pas de gauche, mais une gauche de centre, est-ce que ça n'a pas plus d'avenir? Non, mais soyons sérieux. Je veux dire, le coup des sondages de Macron, mais enfin, la bulle Macron crevera. Je veux dire,
vous voyez, il a été élevé comme une tomate hydroponique, Macron. Je veux dire, il est totalement hors sol, il ne touche pas terre. Dès qu'il rencontre quelqu'un vraiment du peuple, ça se finit dans le drame. C'est une bouffonnerie. Sondageo-médiatique, Macron. Mais vous l'expliquez comment le succès? Ah non, mais non, c'est pas son succès. Il n'y a pas de succès de Macron. Il y a une bulle sondagière produite parce que, vous voyez, normalement, l'axiome d'une science critique des sondages, enfin, ça devrait être les sondages, c'est de la merde. Et puis après, on réfléchit, hein, on voit. Mais là, vraiment, c'est tellement. Je vous rappelle qu'Édouard Balladur avait gagné la présidentielle en 95. Je vous rappelle que le oui avait gagné au traité constitutionnel en 2005, jusqu'au mois de mars, etc., etc. Donc, si vous commencez à accorder de l'attention à ce genre de choses, mais alors non, là, non, on va transformer notre rencontre en c'est dans l'air, c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Quant à la gauche du centre, mais merci, elle est déjà là. Si vous voulez, justement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Macron est la forme achevée de l'indifférenciation de la gauche de droite et de la droite. Bon. Moi, il y a longtemps, j'ai dit le Parti Socialiste, c'est la fraction modérée de la droite. J'ai regretté ça, hein. J'ai fait mon mea culpa. C'est une fraction pas du tout modérée de la droite. Non mais je suis désolé, hein, quand on a le pacte de responsabilité, la loi Macron, la loi El Khomri, l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, plus un petit dégueulis de valse sur les Roms qui n'ont pas vocation à s'intégrer, je ne vois plus ce qu'il y a de gauche. Il faut qu'on m'explique. Hein. Il y a un site qui s'appelle bilan-ps, je vous suggère d'y aller, c'est vertigineux. Mais bon, vraiment. Alors, ce projet précisément, mais c'est un projet, alors là je m'excuse, je vais m'autoriser le mot, c'est un projet mais ringard. C'est un projet qui a 30 ans d'âge. En 1988, François Furet, Pierre Rosanvallon et Jacques Julliard écrivent un livre qui s'appelle « La République du Centre ». Alors là, ils croient être au summum du moderne, les trois. Et c'est ça qu'ils sont en train de théoriser. Mitterrand s'est fait réélire, il y a l'ouverture, etc. Le programme commun est oublié depuis longtemps. La désinflation compétitive est là, Bérégovoy veut se faire bien voir de l'OCDE et du Financial Times, etc. C'est fait. Donc en 88, c'est 2 ans après, je vous rappelle, hein, 2 ans après l'ouvrage La deuxième droite, hein, vous notez bien. Bon, et ce projet-là échoue. Il est voué à échouer. Les socialistes sont renvoyés à la maison chaque fois. Et pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que les gens ne supportent pas, il y a une fraction, mais décisive quand même, peut-être de l'électorat médian, je ne sais pas, qui ne supporte pas que la gauche soit de droite, qui a vraiment l'impression qu'on se fout de sa gueule avec un degré qui lui est inadmissible. Que la droite soit de droite, on ne peut pas lui faire le reproche, c'est dans son concept. Mais que la gauche soit de droite, il y a une imposture politique qui est odieuse. Et c'est comme ça que ça se termine mal, toujours. Alors, Bayrou, tout ça, c'est pareil. Tony Blair, ça a bien marché à son époque. Ah, alors là, il y a bon, c'est pas le même pays. Enfin, c'est pas le même pays, voilà, c'est ça. Bon, alors il faut faire. Mais non, attendez, il y a des idiosyncrasies nationales, c'est pas pour rien. Hein. Bon, voilà, moi je ne veux pas rentrer dans l'analyse du cas Tony Blair. Puis vous pourriez me dire, en réalité, hein, ce phénomène de la gauche devenue de droite, pour le coup, il est vraiment très international. Hein. Schroeder, Felipe González et puis Zapatero, Blair et puis Brown, etc., etc. Donc, oui. Et Clinton, les Clinton, etc. Alors, les effets, si vous voulez, se produisent à des rythmes différents, mais ils finissent par se produire. Bon, en France, peut-être, je ne vais pas me lancer dans... Ça fait un peu Café du Commerce ou Sciences Po, je ne sais pas, mais bon, vous voyez, l'idée de gauche a quand même des résonances, ça a des arêtes un peu plus vives que dans d'autres pays. Alors c'est peut-être pour ça que le corps social est plus rétif. On ne va pas tarder à donner la parole au public. Mais avant cela, on a beaucoup parlé de théorie, de philo. Si jamais vous... Si peu. Enfin, oh, non, mais... par rapport, justement, je m'excuse. Mais dans le concret, si jamais vous étiez président en 2017
quelles seraient vos 3 premières mesures ou vos 3 mesures phares? Je refuse catégoriquement cette question. Vous savez qu'il y a un programme. C'est facile. Non, c'est pas si facile. Il y a un programme sur France Info qui s'appelle Si vous étiez président. Mais non, je veux dire non, mais jamais de la vie. Je vais pas. Je suis un petit peu. Je suis un petit peu déçu parce que tout à l'heure, là, quand on s'est parlé, vous nous aviez dit que vous nous annonciez votre candidature en exclusivité. Oui, c'est vrai, oui. Donc là, on se sent un petit peu mal. Est-ce qu'on comptait là-dessus pour finir? Je vous tire le tapis sous les pieds. Alors, c'est une private joke entre nous parce que j'expliquais à Philémon que l'ambiance très horizontaliste qui était celle de Nuit debout avait sécrété tout ce qu'il faut de bouffées paranoïdes également. Hein. Il faut pas se le cacher. Et moi, dès ma deuxième intervention, on m'a prêté le projet soit de devenir un Pablo Iglesias sans catogan, soit de me préparer ma campagne à l'élection présidentielle de 2017. Parce qu'ils c'est vraiment des trucs de cinglés, hein. Non mais je vous jure. Je suis fait pour être homme politique comme pour être nonce apostolique. Donc c'est une vaste blague. Et puis alors, il faudrait avouer que rentrant dans cet événement qui était Nuit debout, portant avec là pour le coup c'était notre vrai point commun à tous, je pense, sur la classe, portant cette critique des institutions de la Ve République, y aller faire la course en intérieur serait de la dernière incohérence. Non, je n'ai aucune prétention de cette sorte et par conséquent, je ne me prête pas au jeu de rôle de si vous étiez président, parce que ça n'a pas de sens pour moi. Du coup, critiquer sans proposer réellement ce qu'il faudrait faire à la place, les 3 mesures que vous feriez à la place. Je vous demande bien pardon. Ça fait 10 ans que des propositions, j'en émets à jet continu. Mais c'est des propositions spécialisées, locales, qui rentrent dans mes domaines de compétences. Donc moi, j'ai rendu ma copie sur qu'est-ce qu'il faut faire avec la finance après la crise de 2008. J'ai rendu ma copie sur qu'est-ce qu'il faut faire avec l'euro, etc. Bon, voilà, c'est ça. Donc, mais ça, c'est pas, ça vous qualifie pas pour jouer à quand je serai président. Merci beaucoup, Monsieur Lordon. On va peut-être vous proposer de poser quelques questions, si vous en avez. Oui, vous avez parlé un petit peu de Tsipras tout à l'heure. Oui. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même schéma qui se répète. Mitterrand en 81, Hollande 2012, Tsipras. J'ai l'impression qu'à chaque fois, au début, on a des hommes politiques donc, qui se disent de gauche. Vous voudriez parler un peu plus dans le micro, je vous en Pardon, excusez-moi. Voilà. Là, c'est bon ? Oui. Des hommes politiques donc, qui se disent de gauche initialement, qui ont un programme très à gauche, oui. Et qui finalement se retrouvent par prendre des mesures donc, que vous qualifiez de libérales, mais qui sont du moins moins à gauche que ce qu'ils avaient préféré prendre initialement. Oui. Est-ce que ça ressemble pas un petit peu à, d'une certaine manière, le gouvernement de gauche qui arrive, qui se retrouve en fait à l'épreuve de la réalité? Bonsoir et merci. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez à la place du salariat? Rapide. C'est ça, au moins, c'est une sacrée question. Ouais. Bonjour. Alors, vous m'avez l'air assez lucide sur beaucoup de sujets, par exemple l'échec des socialismes réels. Par contre, sur tout ce qui est l'échec de la gauche de gauche, comme vous dites, il me semble que vous recourez un peu à des excuses habituelles, enfin en tout cas des raisons habituelles données pour cet échec, et que vous regardez pas assez le déplacement des électeurs qui se fait plus sur un terrain souverainiste et identitaire de droite. Pourquoi est-ce que vous recourez à des arguments comme le vocabulaire et ne prenez pas assez en compte, à mon avis, l'adhésion idéologique à ces thématiques qui seront notamment au cœur de la campagne présidentielle? 3 là, si vous, parce que bon. C'est chargé déjà, si vous voulez bien. Bon, écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais tâcher de les prendre dans l'ordre. Alors, évidemment, pardonnez-moi, je vais vous le dire un peu rudement, mais l'épreuve de la réalité, entre guillemets, est le topos le plus caractéristique pour justifier que finalement la gauche n'a pas lieu de faire une politique de gauche puisque le réel est de droite. Il est bien plus de droite que ce qu'elle croyait, cette pauvre gauche. Bon. Alors, là nous voilà sur le thème du réel et du réalisme, qui est vraiment le...
si vous voulez, il y a comme ça une série de mots-clés dont je soutiens que si on se livrait à l'expérience oulipienne d'en interdire le recours pour la construction de toute phrase, il mettrait en panne tout le discours éditorialiste et expert. Alors, moderne, donc archaïque, réforme, réel, pragmatique, alors ajoutez pour les plus débiles logiciel, il faut changer de logiciel, ADN, de temps c'est pas dans l'ADN de, etc., etc. Alors réel est le plus, évidemment, est le plus délicat parce que on pense qu'on sait très bien ce que c'est que le réel. En réalité, non. Il faudrait faire à chaque fois qu'on a sous les yeux une occurrence du mot réel ou réalisme, il faudrait extraire la définition implicite, puisqu'elle n'est jamais explicitement donnée. Le réel, vous comprenez, la réalité, ça va de soi. Je veux dire, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de le définir. Tout le monde sait ce que c'est que le réel. La chose du monde, philosophiquement parlant, évidemment, la plus difficile à définir. Mais il faudrait extraire la définition implicite du réel pour montrer qu'elle est en réalité conditionnelle à toute une série de prémices qui n'ont rigoureusement rien de nécessaire et qui peuvent être tout à fait contingentes. Par exemple, on invoquera le réel pour dire que si on sort de l'euro, la réaction des marchés financiers sera catastrophique, la dévaluation de la monnaie nationale fera ressurgir l'inflation, multipliera par tant le service de la dette, etc., etc., et que ça, c'est le réel. Mais rien du tout. Ce réel-là, pardonnez-moi, mais n'est pas sorti du cul d'une poule. Enfin, je veux dire, le réel de la déréglementation des marchés de capitaux, il est advenu par des gestes de politique publique extrêmement faciles à identifier, à dater, qu'on pourrait imputer à des personnes, d'ailleurs, en France. Et oui, voilà. Oui, mais vous savez, il faut... Alors, je fais une parenthèse, hein, c'est spécial pour vous. Quel honneur. Il y a dans la postface du livre 1 du Capital, Marx fait un passage sur... Il y a un passage particulier de Marx sur la question de la nomination des adversaires politiques, etc. Et il dit il dit cette chose qui est extrêmement juste, c'est que le recours à la nomination ne se fait précisément jamais sous le registre de l'intuitu personnel, mais est-ce-qualité de représentant d'un système de rapports sociaux. Voilà. Donc, il y a des individus qui sont les opérateurs des rapports sociaux, et certains individus sont dans des positions à l'intérieur de la structure sociale où leur opération a des effets politiques de beaucoup plus grande portée que d'autres. Bon, fin de la parenthèse. Donc, nous étions dans un monde où le réel, c'est le monde fordien, disons, nous étions dans un monde où le réel se définissait par l'absence de liberté complète des mouvements de capitaux, et on est passé, par des gestes de politique publique tout à fait bien identifiés, dans un monde où le réel a changé de définition, et inclut la liberté des mouvements de capitaux. Bon, alors, il est évident que, précisément, alors je vais le dire d'une manière faite exprès pour être tournée en ridicule, mais une opération de sortie de l'euro s'attaquerait à ce réel même. Voilà. Le réel, la chose que supposément on ne peut pas changer. Ben, si précisément, il essayerait de le changer. Voilà. Donc la question, si vous voulez, c'est toujours la même. La question, c'est celle du cadre structurel à l'intérieur duquel s'effectuent les politiques publiques. Alors, moi, je suis prêt, si vous voulez, je suis absolument prêt, je l'ai dit à maintes reprises, hein, je suis absolument prêt à accorder l'énoncé qui est, vous savez, l'épouvantail de toute la gauche altère, critique, etc. Il n'y a pas d'alternative. Hein, des raisons alternatives. C'est vrai? Ah ben c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative. Ah ben évidemment, là, l'énoncé est tronqué. C'est pour ça que je l'accorde. Je l'accorde dans sa version complète. Je l'accorde sous la version « Il n'y a pas d'alternative dans le cadre de structure qui est le nôtre actuellement ». Il est exact que dans un cadre structurel défini par la libre circulation des capitaux, le libre-échange, la libéralisation des investissements directs et les politiques, le système de politique économique orthodoxe qu'on doit à l'Union européenne, il est exact qu'il y a toute une série de mesures de politique économique dites de gauche qu'on ne peut pas entreprendre sans encourir des coûts macroéconomiques extrêmement violents. C'est exact. Alors, là, c'est ici qu'est le point de bifurcation, si vous voulez. Parce qu'à ce moment-là, vous avez ceux qui se contentent de ce réel-là et qui disent « Eh bien, on fera
selon ce que le cadre nous autorise à faire, et il y a les autres, et c'est ça la gauche, qui disent non, on va refaire le cadre. Refaire le cadre, c'est refaire les conditions de possibilité d'un certain nombre de politiques publiques qu'on qualifiera de progressistes ou ce que vous voulez, parce que ces conditions de possibilité, pour l'heure, n'existent pas. Donc il faut les recréer. Voilà. Donc le réel, c'est ça. Et ce qu'on appelle le réalisme, c'est la soumission sans condition à la définition implicite du réel. C'est-à-dire, c'est la démission de tout projet de modifier le cadre. Voilà. Quant au salariat, quelle est l'alternative? Alors, où êtes-vous, monsieur? Je vous ai perdu de vue. Ah oui, voilà. Eh bien, écoutez, ça, au moins, c'est une question qui va à l'os. Bah oui. Alors, je vais reprendre le fil de mon raisonnement de tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que le salariat? C'est un rapport de chantage, donc c'est un rapport de domination. Et ce rapport de domination est effectué par les structures sociales du capitalisme, par les structures sociales du salariat, telles que Marx les a dégagées. Hein. La double séparation du travailleur d'avec les moyens et d'avec les produits de la production, sa représentation juridique sous l'espèce de la force de travail libre, l'insertion dans l'économie monétaire à travail divisé, dans laquelle la reproduction matérielle de l'existence sur une base individuelle autonome a cessé d'être possible. C'est ça, les structures, si vous voulez. C'est ça, la structure sociale du salariat qui effectue son rapport social. Bon, alors c'est ça qu'il faut transformer. Je disais tout à l'heure, c'est quand même très étonnant qu'on se gargarise de démocratie et de démocratisme et d'égalité, alors que la moitié du temps de vie éveillé se déroule sous des rapports sociaux de subordination hiérarchique et d'obéissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'était tout le cœur de cette proposition que j'ai essayé de porter à l'occasion de Nuit debout, avec un succès visiblement relatif, qui était la proposition d'une république sociale. Et là aussi, vous allez voir, c'est une manière de me mettre, de me mettre en conformité avec la stratégie que je vous ai indiquée tout à l'heure de réflexion de la phraséologie de gauche. Dire la même chose, mais avec des mots différents. La République sociale, la République, c'est un signifiant qui est très bien accoutumé dans l'esprit français, même si c'est une petite parenthèse dans la parenthèse, la République est un signifiant qui devient maintenant pollué au dernier degré. Hein. Quand je veux dire, être républicain, c'est un truc qui devient très très douteux, quoi. Voilà. Bon, parce que le républicain, c'est le nom du point de ralliement d'un grand parti anti-musulman inavoué. Bon, voilà, fin de la parenthèse. Hein. Bon, mais le signifiant quand même existe à part cette défiguration dans l'esprit français. Il s'ancre dans une histoire que je qualifierais de glorieuse, 1848, la Commune, etc., le Front populaire, hein, moins le Front populaire. Et si vous ajoutez social, la République sociale, voilà, c'est ça 1848-1871, c'est ça la République sociale, alors vous avez un projet qui est quoi? Qui est un projet d'achèvement de ce qui a été ouvert avec la Révolution de 1789. La Révolution de 1789, c'est la démocratie, mais limitée à la sphère politique, comprise de manière restrictive. La République sociale, c'est l'extension du principe démocratique à toutes les sphères de la vie sociale, et notamment à celle d'où elle est notoirement absente, à savoir la sphère économique. La sphère économique, c'est étonnant hein, qu'on le tolère aussi facilement, quand on y pense. La sphère économique est régie par des rapports notoirement antidémocratiques. Voilà. Alors, moi, il y a plein de noms possibles pour la sortie du salariat. Moi, celui que je propose, j'en propose deux en réalité. Il y a celui de République sociale à l'échelle macroscopique, et il y a celui de Récommune à l'échelle microscopique. Vous comprenez, la Récommune est formée évidemment comme, si vous voulez, par des calques de République. Hein. Comme la République, la Res Publica, la chose publique s'entend au niveau national, la Récommune, la Res Communis, elle s'entend au niveau local, pour les collectifs de production. Eh bien, la Récommune, c'est tout simplement la réorganisation des collectifs de production, je ne dis plus à dessein des entreprises, si l'on veut, c'est la réorganisation des collectifs de production selon un principe démocratique, c'est-à-dire un homme, une voix, et pas une part actionnariale, une voix. Voilà, c'est ça la sortie du salariat. Alors, ceci ne signifie absolument pas que c'est une espèce de communauté totalement horizontale qui sera en AG permanente, etc., pour plein de raisons qu'on connaît très bien, que Marx lui-même n'avait pas manqué de voir.
Dès que le collectif devient nombreux, spécialement quand il s'agit de produire, il est en proie à la division du travail, et la division du travail d'elle-même produit des asymétries, produit des positions qui sont plus éminentes que d'autres, produit donc des rapports de pouvoir. Bon, alors là, c'est toujours la même discussion. Si l'horizontalité radicale n'est pas possible, intégralement, dans la totalité de son concept, ça n'empêche pas que l'idée puisse nourrir le désir de monter les formes institutionnelles qui vont modérer autant que faire se peut tous les effets de capture, de pouvoir, d'asymétrie qui sont corrélatifs de la division du travail. Donc voilà, l'arrêt commune, ça peut être un principe, et ça existe déjà sous une forme que vous connaissez tous, parce que là, moi, je redécouvre l'eau tiède dans cette histoire. Il y a quelque chose qui s'appelle les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production, et c'est ça dans son principe. Bon, voilà, ça c'est une direction pour sortir du salariat, par exemple. Troisième question, l'échec de la gauche de gauche, imputable à une méconnaissance du déplacement des électeurs vers les thèmes du souverainisme de l'identité. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça. Moi, je me fais rompre des lances sur le dos parce que j'ai écrit un livre, même pas qu'un d'ailleurs, qui tente de réhabiliter dans les coordonnées intellectuelles et politiques de la gauche l'idée de souveraineté. Vous comprenez? Alors on m'en veut beaucoup d'ailleurs. Alors ça serait une immense discussion à avoir. Moi, je suis catastrophé par la captation du thème de la souveraineté par la droite et en réalité par l'extrême droite. D'abord, c'est une défiguration. La souveraineté est le legs historique de la gauche, il est le legs de la Révolution française. Il est partout présent dans le discours des révolutionnaires, il est partout présent dans le discours des communards, et je ne comprends pas que la gauche contemporaine ait accepté de se laisser faire les poches sans réagir. Bon, alors, j'ai des explications là-dessus. Là, il faudrait rentrer dans toute une discussion assez longue sur ce que c'est que l'internationalisme, ses significations imaginaires, ses significations réelles, et la manière dont le thème internationaliste pèse sur précisément toutes ces questions de la souveraineté, si bien que cette fraction-là de la gauche ayant laissé échapper ces thèmes-là, effectivement, qu'est-ce que vous voulez? La nature a horreur du vide, la chose a été captée, récupérée et défigurée. Bon, alors, cette gauche avec laquelle j'ai des débats amicaux, virils mais corrects, si vous voulez, me reproche de réhabiliter une chose, le thème de la souveraineté, au motif que le thème ayant été capté par le Front National ou par l'extrême droite, il est irréversiblement souillé. Mais à ce compte-là, je veux dire, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Parce que l'extrême droite, si vous voulez, est d'une rapacité et d'un métabolisme alors absolument surpuissant. Donc, elle va nous tondre la laine sur le dos et il ne nous restera plus rien. C'est-à-dire, dès que l'extrême droite touchera quelque chose du doigt, la chose sera déclarée souillée et irrécupérable. Non, mais ça ne va pas la tête. Je veux dire, vous savez très bien qu'il y a une critique d'extrême droite de la finance, par exemple. Je veux dire, dans les années 30, c'était commun. On critiquait la finance sous le thème codé « la plutocratie et les plutocrates ». Alors, suivez mon regard, c'était l'imputation antisémite dans toute sa splendeur. Le mot était codé et tout le monde savait comment il fallait le comprendre. Je veux dire, la critique de la finance, c'est revenu au Front National dans les années 90 et a fortiori dans les années 2000. Est-ce que ça veut dire qu'à ce motif, il faut abandonner de critiquer la finance? C'est ce que je réponds à mes petits camarades d'attaque, qui sont altermondialistes. Non, évidemment, c'est absurde. Est-ce qu'au motif que Marine Le Pen, en 2012, je vous le rappelle, a dit lutte des classes? Le thème de la lutte des classes est définitivement forclos. Ça serait absurde. Alors simplement, parce que c'est des thèmes évidemment très sensibles. On sait bien à quelle dérive les thèmes de la souveraineté, l'appartenance, l'identité, etc. On sait où ça mène. On le sait historiquement. Donc c'est des thèmes extrêmement périlleux. C'est pour ça qu'il faut être d'une très grande rigueur conceptuelle et d'une très grande rigueur politique. Pour ma part, ça signifie refuser catégoriquement toute approche du type front commun de tous les souverainismes, de tous les souverainistes. Voilà. Bon, alors moi, ça fait des différences absolues qui me font me fâcher avec des gens comme Jacques Sapir, par exemple. Il n'est pas sur cette ligne. Moi, je pense que, bon, alors là si vous voulez, c'est fini. Là, on n'a plus rien à se dire, quoi. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question concernant votre présupposé, qui était qu'il existe donc des personnes, des patrons, qui sont prêts à enrôler d'autres volontés, à créer de la souffrance pour permettre d'assouvir leurs désirs, ou qui peut-être n'en sont pas conscients.
Mais dans votre système de république sociale, dans votre système de démocratie étendue à la sphère économique, on présuppose finalement que les personnes seraient toutes égales, qu'il n'y aurait plus d'envie, qu'il n'y aurait plus de volonté d'avoir plus que le voisin. On présuppose donc finalement que la nature humaine serait bien meilleure que celle qu'on voit aujourd'hui. Et c'est toujours mon problème avec les théories marxistes, c'est que je pense que finalement elles sont trop optimistes pour nous. Bon, c'est une question sacrément profonde. Alors là, pour le coup, si vous voulez, Ah pardon, excusez-moi. Bonjour, j'avais une question qui justement allait dans cette perspective-là aussi. Vous évoquiez l'enchaînement des arrangements institutionnels qui sont historiquement et socialement situés, sans pour autant l'affecter d'un jugement en termes de désirabilité de ces arrangements. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va vers le mieux ou vers le moins bien. Or, vous évoquiez Spinoza et on sait bien que Spinoza met mieux et moins bien dans la même ligne que chaud et froid, par exemple. Donc, il le critique d'une manière qui pourrait être pensée comme un petit peu cynique. Mais justement, est-ce qu'on peut penser qu'il y ait la possibilité d'un mieux, ou est-ce que justement c'est pas fondamentalement un idéalisme tel que le critiquait Marx quand il critiquait ses prédécesseurs? Oui, vous me faites plaisir, on terminera là-dessus, celle-là elle me plaît. Non mais celle d'avant me plaît beaucoup aussi, hein, parce que vous voulez, cette question que vous posez me travaille beaucoup, et je l'ai travaillé également beaucoup. Oh là là, bon, il est 9h05, mais on va déborder, hein, tant pis. Je pense que vous touchez du doigt un point qui est fondamental. Oui, il y a inégalité des désirs, il y a inégalité des puissances. Inégalité des puissances d'agir, inégalité des puissances d'agir qualifiées, hein, dans certains domaines, on est plus bas que d'autres, dans d'autres on est plus haut, etc. Et comme vous savez, au total, il n'y a pas de relation d'ordre dans les espaces vectoriels. Bon. Il y a inégalité de toutes ces intensités. Il y a certains qui veulent des choses plus que d'autres, etc. Et il faudra réunir tous ces gens-là pour travailler ensemble. Bon, et c'est vrai que ça pose des problèmes. Moi, si vous voulez, il y a, pour le coup, c'est vraiment drôle que vous posiez cette question, parce que à bien des égards, hein, je suis en porte-à-faux avec les opinions ou les idées dominantes dans mon camp. Vous voyez ? Je suis réservé sur l'horizontalité, ça c'est pas bien. Je suis attaché à penser l'idée de souveraineté, ça n'est pas bien non plus. Et je pense en effet que la nature humaine, question conceptuellement extrêmement délicate, n'est pas spontanément productrice d'harmonie sociale. Tout au contraire. Ah, tout au contraire. Non, pas tout au contraire. En partie au contraire. Justement, c'est là que tout se noue, si vous voulez, dans cette discussion que j'ai eue, vive d'ailleurs, dans un ouvrage précédent qui s'appelle Imperium, avec mes petits camarades libertaires. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette antinomie ruineuse, de ce télescopage entre anthropologie et hémiplégique. Alias, à ma gauche, ou plutôt dit, on va dire, à ma droite, plus exactement, l'anthropologie hobbesienne, de l'homme nous pour l'homme, et à ma gauche, l'anthropologie libertaire de l'homme, essentiellement être de coopération. De ce point de vue, Spinoza me semble représenter la sortie à la fois la plus féconde et la plus simple de cette antinomie désastreuse, dont il apporte la solution par une simple conjonction de coordination. Homo homini lupus et Deus. L'homme est un loup et un dieu pour l'homme. Il est les deux, il peut être les deux. Toute la question est donc de savoir dans quelles conditions institutionnelles il est davantage l'un que l'autre, davantage Dieu que nous. C'est ça la question. Et c'est les agencements institutionnels, c'est-à-dire ce qu'on appelle les formes culturelles, qui déterminent ça. Si l'homme est plutôt un Dieu ou plutôt un loup, sachant qu'il sera toujours un peu l'un, même s'il est beaucoup l'autre. Voilà. Et donc, il s'ensuit que... Alors, j'insiste sur ce point parce que c'est tout à fait important. Hein. L'idée de nature humaine a longtemps passé en sciences sociales pour le barbarisme conceptuel par excellence. Hein. Non sans raison, d'ailleurs. Mais avec un excès qui est devenu théoriquement coûteux. Non sans raison, parce qu'on sait très bien, hein,
À la clé de la nature humaine essentialisée et mal pensée, il y a toute une série de choses parfaitement désagréables, tous les biologismes, tous les darwinismes, dont on connaît les corrélats, les désastreux corrélats politiques. Bon. Et pourtant, il y a une idée de la nature humaine chez Spinoza, mais laquelle? C'est une idée qui est profondément sous-déterminée. C'est ça qui est très intéressant, si vous voulez. La nature humaine chez Spinoza, c'est un ensemble de mécanismes passionnels génériques qui, en réalité, n'admettent jamais de correspondance ou de contrepartie empirique directe, mais qui sont offerts à la combinatoire de l'histoire, une combinatoire indéfinie d'une créativité dont on n'a pas encore vu la limite, qui nous offre des actualisations incroyablement diverses de l'homme. En quelque sorte, pour le résumer, on pourrait dire une nature humaine et 1000 manières d'être homme. Et ces 1000 manières d'être homme, elles sont déterminées dans l'histoire. Elles sont déterminées dans l'histoire et dans la géographie. C'est la variabilité fondamentale des formes culturelles. Et il s'en déduit que la nature humaine est un concept fondamentalement plastique. C'est très important. Hein. C'est-à-dire, c'est pas une essence, la nature humaine. C'est une plastique. Bon. Alors, mais en tout état de cause, cette position que je qualifie de réalisme anthropologique critique, s'ancre directement dans le précepte de Spinoza qui nous recommande de, je cite, voir les hommes tels qu'ils sont et non tels qu'on voudrait qu'ils fussent. Et j'ajoute, pour ma part, et tels qu'ils peuvent toujours devenir. Alors évidemment, dans des conditions qui seront là aussi déterminées par l'histoire. Hein. Ça, c'est tout à fait certain. Mais les époques produisent leur type d'homme, elles modifient leur type d'homme. Je veux dire, c'est drôle. Il y avait un article, alors c'est une ultime provocation, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Hein. Il y avait un article dans la Tribune aujourd'hui, vous voyez, j'ai quand même des bonnes lectures, hein, mais alors malheureusement qui citait une étude de psychologue australien qui disait que dans un secteur particulier qui n'est peut-être pas représentatif complètement, 20% des patrons peuvent être cliniquement qualifiés de psychopathes. C'est bon. Alors évidemment, c'est un chiffre qui va très au-delà du taux épidémiologique de prévalence de la psychopathie dans le reste de la société. C'est un taux qu'on observe en prison. Bon. Voilà. Alors, non mais, je veux dire, c'est pas, je le dis en riant, mais c'est sérieux. Je veux dire, et j'en reviens à ce que je disais au tout début de notre discussion. Lorsque vous abattez toutes les limites et toutes les contentions qui retenaient les comportements agressivement pronateurs et conquérants du conatus, il s'ensuit ce qui s'ensuit. Et donc peut-être en particulier ça. Je veux dire, donc l'époque fabrique ces types d'hommes. Bon, c'est un grand sujet foucaldien également, etc., etc. Donc oui, il faut regarder les hommes avec leurs passions, tels qu'ils sont, et dans la constitution passionnelle des hommes, il entre la possibilité de la disconvenance. C'est le mot, si vous voulez, c'est le mot conceptuel chez Spinoza, mais le terme de la disconvenance, c'est la violence, c'est le conflit. Je tiens que toute anthropologie politique qui fait l'impasse sur la question de la disconvenance passionnelle, c'est-à-dire de la violence, est nulle et non avenue. Et alors, vous savez, hein, les expériences communautaires qui se finissent dans le drame et dans les pleurs, mais c'est un classique, si vous voulez. Je veux dire, là pour le coup, les années post-68, moi, j'ai un souvenir d'un camarade maoïste qui m'a raconté comment sa communauté a éclaté en même temps qu'un gratin de courgettes. Voilà, le gratin de courgettes, le plat est tombé par terre, il a éclaté, et la communauté avec. Bon, et ben voilà, on le sait, des communautés se forment, qui sont des convergences temporaires, fragiles, de désirs, et puis les forces passionnelles divergentes peuvent reprendre le dessus et la communauté se sépare, en plus ou moins bon terme. Voilà, ça arrive. Donc c'est des choses dont il faut absolument tenir compte. Alors maintenant, Spinoza, le mieux et le moins bien, pour finir. Ah bah oui. Alors, mais là, il ne faut pas se tromper là-dessus. Spinoza passe, au terme d'une lecture superficielle, pour le grand relativiste des valeurs. Et le fait est qu'il y a un scoli formidable, qui est celui de la proposition 9 de la partie 3, qui dit la chose suivante. Nous ne désirons pas un bien, nous ne le poursuivons pas, nous ne désirons pas un objet, nous ne le poursuivons pas parce qu'il est un bien, mais au contraire, nous ne disons qu'il est un bien que parce que nous le poursuivons, le désirons, etc. Alors vous voyez, c'est un énoncé qui est alors catastrophique, renversant, littéralement parlant, puisqu'il met cul par-dessus tête la causalité que nous établissons spontanément entre désir et valeur, en nous disant que loin que le désir se règle sur des valeurs préexistantes, des données du bien et du mal qui seraient là, et que nous n'aurions plus en quelque sorte qu'à reconnaître, c'est au contraire, le désir est l'instituteur de la valeur. Et Spinoza ajoute un peu plus loin, nous ne jugeons du bien et du mal que selon nos affects.
Donc il s'ensuit un relativisme du bien et du mal qui nous semble laisser le monde humain à l'état de chaos axiologique complet. Un chaos qui est évidemment réduit par, si vous voulez, l'homogénéisation des jugements de valeur, qui permettent d'ailleurs de faire société. Une société, finalement, c'est un collectif qui s'établit autour d'un certain nombre de jugements partagés, de jugements communs du bien et du mal, transcrits ultérieurement sous l'espèce de la loi, etc., etc. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut en rester là de la lecture de Spinoza? Non, évidemment. Car Spinoza, quoique disant cela, ne désarme pas de la poursuite de ce qu'il appelle, par un terme classique dans la philosophie, le souverain bien, le summum bonum. Voilà. Et c'est bien là le but de toute son entreprise éthique. Il y a donc quelque chose, il y a bien une valeur absolue dont il ne désarme pas qu'on la poursuive, qu'on l'identifie et qu'on la poursuive. Il nous en donne quelques moyens d'une certaine manière, mais vous aurez compris que l'éthique n'est pas exactement un manuel de développement personnel. Bon, voilà. Alors, est-ce que, toute la question, mais je prolongerai presque votre question, mais je vous vois inquiet, donc je finis là, mais toute la question, c'est de savoir si finalement, s'il existe cette valeur absolue du bien, est-ce qu'on peut la rapatrier dans le champ de nos appréciations politiques et en faire quelque chose pour guider l'action? Et moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour une raison, si vous voulez, en quelque sorte, d'hétérogénéité d'échelle. Bon, d'abord, cette identification du bien, elle est écrite dans le cadre d'une éthique, c'est-à-dire d'un cheminement personnel. Ce n'est pas que Spinoza ne s'intéresse pas à la chose politique. Il s'y intéresse, et alors de très très près d'ailleurs. Mais disons que s'il fallait qualifier la bonne cité à ses yeux, ça serait celle qui crée les conditions favorisant le maximum le progrès de chacun dans la raison. Mais vous voyez que ça nous fait un critère un peu granuleux, quoi. Ça fait un critère grossier. Est-ce qu'avec ce critère spinoziste, on peut dire la société fordienne est quand même très supérieure à la société du néolibéralisme, etc. Évidemment, non, on ne le peut pas. On ne peut pas, et ce serait une escroquerie intellectuelle que de se servir de ce critère éthique de Spinoza pour lui faire dire des choses politiques qu'en réalité, il ne peut pas dire aussi immédiatement. Merci beaucoup, Monsieur Lordon, d'être venu ce soir. Merci à vous d'être venus nombreux.